Chapitre 5. Destination. Une fois le moteur coupé, le silence régna. C'était si calme que j'entendais un étrange écho dans mes oreilles. Nous avons commencé à monter la colline, qui était très raide. Le chemin était étroit, avec des traces de pas de bottes laissées par d'autres randonneurs. Notre guide nous a dit que ce chemin était régulièrement emprunté par les patrouilles du parc qui surveillent et entretiennent la forêt pour en contrôler la croissance excessive. Nous n'avions marché que 200 ou 300 mètres en montant la colline, mais nous haletions déjà comme si nous avions couru plusieurs kilomètres. Les gars, faisons une petite pause ici, je suis assez fatigué, a dit Orin, qui était un peu enrobé. Je pense que je ne pourrai pas atteindre l'endroit. Nous venons juste de commencer notre randonnée, mais je suis déjà épuisé. Ajouta-t-il. Allez, les gars, dit le guide en se tournant vers nous avec un sourire encourageant. C'est tout à fait normal d'être essoufflé. Si vous n'êtes pas habitué à monter des collines, vous vous sentirez fatigué après les premières centaines de mètres. Expliqua-t-il. Écoutez, tout le monde, voici mon conseil. À chaque pas que vous faites, observez les muscles de vos jambes et ressentez s'ils se contractent. S'ils le font, essayez de les détendre. Pendant que les muscles se détendent, disons, sur votre jambe gauche, déplacez votre jambe droite, puis ressentez-la se détendre. Faites cela alternativement avec les deux jambes pendant que nous montons la colline. Ne marchez pas trop vite et ne faites pas trop de pas à la fois, sinon l'acide lactique s'accumulera dans vos muscles. Une fois que le niveau d'acide atteint un certain point, vous serez tellement épuisé que vous ne pourrez plus marcher du tout. Partagea-t-il sa technique de marche, qui ressemblait à une combinaison de méditation en marchant et de théorie générale. Pourquoi ne nous as-tu pas dit cela plus tôt ? Je suis tellement fatigué que je vais m'évanouir. Se plaignit Orin. Quand nous avons recommencé à marcher, nous avons suivi les conseils du guide. Notre rythme était si lent au début que nous n'avions pas couvert beaucoup de distance. Cependant, nous avons accéléré au fur et à mesure que notre technique de marche s'améliorait. Pas détente, pas détente. Chacun de nous murmurait en marchant le long du chemin. Étonnamment, cela fonctionnait. Nous ne nous sentions plus fatigués, même après avoir marché plusieurs kilomètres. Pas de souffle court, pas de battement de cœur rapide, et notre cœur battait seulement un peu plus vite que d'habitude. Cette technique est bonne pour les randonnées de longue distance, et elle est généralement bénéfique pour les athlètes qui ont besoin de renforcer l'endurance musculaire et la performance, comme, par exemple, pour courir un marathon ou faire du cyclisme de longue distance. Ajouta le guide après avoir remarqué notre surprise. En continuant de marcher, nous avons découvert que notre guide avait été un expert botaniste. Il nous a donné des informations pertinentes, décrivant presque tout, y compris les différents types d'arbres, de champignons, de mousses, de lichens, de parasites, les empreintes d'animaux et leurs excréments, l'histoire du terrain, et ainsi de suite, ce qui nous a fait oublier notre fatigue. 3h30 s'étaient écoulées lorsque nous sommes enfin arrivés près de notre destination. Quand nous passerons cette colline, nous y serons presque, nous dit notre guide, alors que nous nous reposions sous un grand arbre en buvant notre eau. C'était une forêt tropicale. C'était la fin de la saison des pluies. Nous pouvions donc voir de la mousse,
des fougères, et même des orchidées sauvages recouvrant les branches des arbres, qui étaient si épaisses qu'elles ressemblaient à une forêt ancienne. Grimper la dernière colline fut assez difficile car le chemin montait presque verticalement. Nous devions nous agripper aux arbres et aux lianes, ou à tout ce que nous pouvions saisir pour nous hisser vers le haut. À ce moment-là, même le guide avait cessé de parler pour se concentrer sur l'ascension. Mais il continuait à donner des instructions utiles et pratiques en cours de route. Il nous a fallu 20 minutes pour grimper cette colline, et une fois arrivés en haut, nous étions si fiers de nous d'avoir réussi. C'est ce que nous appelons Fotin Suansei. Le mot « faux » signifie plaine montagneuse, donc comme dans Fokradung, Forua, ou d'autres fus dans cette région, vous pouvez voir que le sommet de cette colline est plat. Commença à expliquer le guide, une fois que nous nous étions tous réunis pour nous reposer. Il y avait beaucoup de petits et moyens arbres, tous regroupés étroitement les uns avec les autres, avec quelques espaces entre eux. Après un court moment, nous sommes enfin arrivés à notre destination cachée dans la forêt tropicale. Nous y voilà, les gars et la fille. Permettez-moi de vous présenter les pierres du Quaternaire, appela notre guide en désignant les pierres. Ce fut un tel anticlimax. J'avais imaginé que nous aurions dû nous frayer un chemin à travers la forêt tropicale et, après être sortis de la végétation, les 4 pierres géantes se seraient révélées majestueusement dans la vaste cour de la clairière de la forêt, nous fascinant, nous, explorateurs, par leur mystère et leur beauté. Mais, en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Quoi? C'est ça? C'est pour ça qu'on a passé la moitié de la journée à marcher jusqu'ici, s'exclama Orin, exprimant sa frustration. La déception pouvait avoir été causée par la nature de la forêt ici, où les arbres avaient poussé partout, tout couverts de lianes. Si la zone avait été dégagée en déracinant tous les petits arbres et en coupant les lianes autour des pierres, l'effet aurait été encore plus impressionnant car les pierres elles-mêmes étaient incroyablement gigantesques. Elles se dressaient au-dessus de nous et semblaient avoir été placées là intentionnellement, faisant face aux 4 directions. Nous avons fait le tour 2 fois, puis 3 fois, et avons pris quelques photos, mais nous ne les avons pas trouvées très impressionnantes car la zone était tellement encombrée. Nous ne savions plus quoi faire ensuite. D'accord tout le monde, déjeunons maintenant, proposa Sun, ce qui semblait être la meilleure idée à ce moment-là, car la faim commençait à se faire sentir. Nous nous sommes assis ensemble pour manger le déjeuner que nous avions apporté. Pour une raison ou une autre, nous avons trouvé que manger du poisson séché et salé avec du riz gluant complétait bien l'ambiance de la forêt, et je ne pouvais pas m'empêcher de manger. Allez-y doucement avec le riz gluant et ne mangez pas trop, nous rappela le guide à mi-chemin. Le riz gluant est très nourrissant. Quand vous commencez à en manger, vous avez l'impression que ce n'est pas assez copieux, mais une fois que vous vous sentez plein, le riz gluant se dilate davantage, gonflant votre estomac, ce qui peut causer des maux de ventre. Certaines personnes deviennent tellement ballonnées qu'elles ne peuvent plus respirer, avertit-il en nous voyant engloutir notre nourriture. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Se plaignit Orin, bien conscient qu'il mangeait toujours beaucoup. Désolé, j'ai oublié, s'excusa notre guide. Nous avons fini par manger toute la nourriture que nous avions prévue pour notre prochain repas,
Mais le bon côté des choses, c'est que nous n'aurions rien apporté au retour.